Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Lise Gauvin, je suis responsable du Carrefour de l'innovation au Centre de recherche du CHUM. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir un séminaire de recrutement qui nous sera offert par Jean-Charles Pasquier, qui est spécialiste en gynécologie obstétrique, qui est professeur titulaire Faculté de médecine et des sciences de la santé à Sherbrooke. Et il y a eu la reconnaissance du statut d'excellence scientifique du chercheur clinicien chevronné du FRQ et les membres du Collège des médecins du Québec. Sa présentation s'intitulera Le clinicien chercheur en gynéco-obstétrique, un pont entre recherche et santé des femmes. Et juste avant de lui céder la parole, je vais laisser Marie-Hélène Méran dire quelques mots. Marie-Hélène, à toi la parole. Oui, bonjour. Donc, en plus d'être chercheur au CRCHUM dans l'axe du Carrefour de l'innovation, je suis aussi la directrice du département universitaire d'obstétrique-gynécologie et je suis vraiment enchantée qu'on puisse écouter aujourd'hui Dr Pasquier. Peut-être que certains d'entre vous ne le savaient pas, mais les obstétriciens gynécologues qui ont fait le parcours FRQS au Québec, on les compte, on a trop des doigts de la main pour les compter, donc c'est une espèce rare. Il y a différentes raisons qui font qu'il y a vraiment des défis à faire de la recherche en obstétrique-gynécologie. Et Jean-Charles a beaucoup d'expérience et il arrive à un stade de sa carrière où il a envie d'appuyer des collègues. Et je dirais, vous allez le voir, que son enthousiasme adolescent, comme il le dit lui-même, est inspirant. Donc, on est vraiment enchanté qu'il considère venir faire cette portion-là de sa carrière chez nous. On est très content que vous soyez là pour l'écouter et donc je lui souhaite la parole. Juste avant de pendant que Jean-Charles est en train de monter votre présentation, en partage, je voulais juste vous dire que la séance est enregistrée. Il y aura une présentation, de 35 à 40 minutes, où Jean-Charles va faire, expliquer son programme de recherche et ensuite on aura une période d'échange et de discussion de 15 à 20 minutes ou un petit peu plus long, si cela vous intéresse. Alors, Jean-Charles, à vous la parole. Eh bien, merci beaucoup et puis bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir et je dis pas ça de manière habituelle. C'est même quasiment émouvant de présenter devant vous. Pourquoi? Parce que je suis en fin de carrière et puis je considère ce move comme une réelle belle opportunité. Et puis en même temps, préparer ce séminaire m'a fait replonger dans toutes mes années. Puis c'était un voyage que j'ai trouvé euh, des fois difficile, puis des fois amusant. Je vais vous présenter pendant les 3 quarts d'heure qu'on va passer ensemble mes expertises méthodologiques. Je les ai divisées en 5 catégories: les études cliniques multicentriques et puis les essais randomisés contrôlés, qui sont les designs d'études que j'ai le plus utilisés, les collaborations en sciences fondamentales et puis en sciences humaines, qui permettent d'établir un pont entre le laboratoire et le chevet de la patiente, que je considère comme un rôle et une des forces du clinicien-chercheur. Enfin, je vous présenterai mes travaux sur le microbiote et les probiotiques qui m'ont un peu accaparé depuis une dizaine d'années. Puis, j'ai trouvé ça fascinant, le microbiote, quand j'en ai entendu parler pour la première fois. J'ai divisé mon parcours en 5 périodes et pour chaque période, je présenterai 2 études afin de vous donner une vue d'ensemble des travaux réalisés. De 1996 à 2004, j'ai travaillé aux Hospices civils de Lyon, puis à l'Université de Lyon. Ensuite, après une année passée à Sainte-Justine comme fellow de recherche, j'ai passé 18 ans, et ça fait 18 ans que je suis en Estrie au CHUS, et puis à la Faculté de médecine des sciences de la santé de Sherbrooke. Pendant toutes ces années, j'ai pas mal voyagé, puis j'ai mis voyage et mission internationale parce que dans ces missions, la notion de voyage existe aussi. Les dernières années qu'on a passées, la pandémie nous ont obligés à être confinés. Puis j'ai travaillé pendant ces années de manière différente, avec un statut plus de clinicien que de clinicien-chercheur. Et puis en dernière partie, je vous présenterai les perspectives et les années CRCHUM si j'ai la chance de vous rejoindre.
Mes premières années à Lyon. À la fin de ma résidence, j'ai fait 2 années de fellow en médecine materno-fœtale. Et puis, j'ai recommencé un fellow en chirurgie gynécologique, laparoscopie et oncologie, avec Daniel Dargent comme patron. Daniel Dargent était une sommité en oncologie gynécologie. C'est lui qui a développé et a inventé la trachélectomie élargie, cette chirurgie qui ampute le col pour les mamans pour les femmes qui ont un petit cancer du col et qui voudraient garder une possibilité de grossesse. Ensuite, j'ai été nommé à un poste de praticien hospitalier universitaire, ce qui est l'équivalent d'un poste de professeur temporaire. Pendant ces années à Lyon, je me suis intéressé surtout à la rupture prématurée des membranes, aux travaux sur la prise en charge active des patientes qui sont en processus de prématurité. Et je vais vous présenter l'étude Domino et puis l'étude Mikado. La rupture prématurée des membranes est une situation particulière qui représente 30% de la prématurité spontanée. En fait, on voit sur ce schéma une petite flèche bleue qui descend, et puis juste au-dessus de la flèche, il y a les membranes qui sont fragilisées et puis qui vont se rompre. Généralement, la patiente qui rompt les membranes est assise ou couchée. Ce n'est pas une fracture de membrane par hyperpression, c'est plus une fragilisation des membranes qui apparaît un peu comme un vieux sac, je dirais un vieux sac Provigo qui, au bout d'un moment, est usé puis rompt sans qu'il y ait d'hyperpression. Et puis la patiente se retrouve avec un écoulement de liquide. Ça, c'est ce que l'on voit sur le plan clinique. Qu'est-ce qui se passe? C'est la petite flèche bleue est devenue petite flèche noire qui remonte. Eh bien, il y a une possibilité d'ascension des germes et la cavité utérine qui, pendant longtemps, et ceci est remis en cause actuellement, mais était considérée comme stérile, en tout cas, si elle n'est pas tout à fait stérile, après une rupture de membrane, elle n'est plus du tout stérile et le fœtus se retrouve dans un environnement contaminé avec 2 conséquences qui vont arriver directement. La première, c'est la possibilité que la patiente présente des contractions utérines et accouche. Donc, en fait, elle va accoucher et le fœtus va être né trop tôt, il va présenter une immaturité et les conséquences seront en rapport avec cette immaturité fœtale. Et la deuxième conséquence de la rupture, c'est l'infection qui peut se produire et la chorioamnionnite. En fait, l'infection va avoir des conséquences aussi sur le fœtus en période néonatale, comme des leucomalacies périventriculaires kystiques, une atteinte de la substance blanche cérébrale qui pourra donner à long terme, et les études le démontrent très bien, des paralysies cérébrales ou des séquelles neurologiques irrémédiables. L'étude Domino est une étude de cohorte prospective pour des mamans qui rompent les membranes entre 24 et 34 semaines. Et petit aparté, j'avais donné des noms de jeux à mes études Domino, étude Mikado, pour qu'on comprenne que la recherche n'a pas un intérêt en obstétrique sur la grossesse, mais bien sur le devenir de l'enfant. Et ce que l'on veut, c'est des enfants en santé. Et c'est quoi un enfant en santé? Ça pourrait être un enfant qui joue au domino. Un enfant qui joue au domino, il a la capacité intellectuelle, cognitive, de comprendre que face au 1, il faut mettre un 1, et face au 6, il faut mettre un 6, mais aussi il a l'habilité manuelle, la praxie, pour mettre en place les dominos. Et cet enfant qui pourrait jouer au domino, qui aurait et l'intelligence et la mobilité, serait un enfant en santé. Et c'est la même chose pour l'étude Mikado. Donc en fait, l'étude Domino, c'est 82 hôpitaux dans la région Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes, ça serait un peu l'équivalent de tout le Québec. Et tous les hôpitaux de la région Rhône-Alpes ont intégré l'étude Domino pour arriver à recruter 598 patientes. Ce qui avait d'original dans cette étude, c'est qu'on suivait les patientes non pas à partir de la naissance, mais à partir de l'événement obstétrical, à partir de la rupture prématurée des membranes, la naissance, puis la santé des enfants jusqu'à 2 ans d'âge. Et cette période privilégiée pour moi d'étude est la période de latence, le moment qui se passe entre la maman rompt les membranes et le bébé naît. Les principaux résultats qu'on a vus dans l'étude Domino, tout d'abord, c'est un lien direct entre la mortalité néonatale et la période de latence. Si on prend la partie gauche du tableau, on voit que si les
bébés naissent dans les moins de 48 heures après la rupture des membranes, la mortalité est supérieure si c'est avant 30 semaines. Et il y a une inversion de la tendance après 30 semaines. Il n'y a plus de mortalité si les bébés naissent rapidement après 30 semaines. Alors, ceci est vrai pour la mortalité, mais qu'en est-il pour la morbidité néonatale? Eh bien, dans l'encadré, on voit dans cette saison d'ovulation ajustée que si la maman trouve dans son cheminement une complication médicale, ceci aggrave la morbidité néonatale. L'enfant aura plus de complications respiratoires, digestives ou infectieuses. Et surprise, si l'enfant naît de manière prophylactique, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur une prise en charge où on suit la nature, mais la maman rompt les membranes et on décide de faire naître l'enfant, eh bien, on voit qu'on est protecteur par rapport au devenir de l'enfant en période néonatale, avec un odor ratio ajusté à 0,47 qui est significatif. Donc, ça nous avait pas mal bouleversé, puis c'était un petit peu ce qu'on pressentait, parce qu'il y avait des hôpitaux en région Rhône-Alpes qui faisaient cette naissance élective, et on est parti sur l'essai randomisé, donc essayer de trouver un lien de causalité, qui est l'étude Mikado. L'étude Mikado, c'est des mamans qui rompent les membranes entre 28 et 32 semaines. C'est 23 hôpitaux en France, Strasbourg, Nantes, Paris, Bordeaux, Marseille. Ce n'était pas désagréable d'aller faire le recrutement de ces hôpitaux et de faire un tour de France. Et on a recruté 139 mamans, ce qui était en dessous des 400 qu'on voulait, mais c'était une étude qui était très difficile parce qu'on bouleversait complètement les habitudes des équipes. Donc, dans la randomisation, on voit que pour des mamans qui rompaient entre 28 et 32 semaines, soit on faisait une naissance intentional delivery, donc une naissance programmée rapide, soit alors on laissait faire la nature et on attendait le plus longtemps possible. Et s'il y avait une complication, on arrêtait la grossesse. Le devenir des enfants en période néonatale était l'outcome principal. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un véritable contraste entre les deux groupes. Dans le groupe Intentional Delivery, les mamans accouchaient en 2 jours en moyenne et aucune dépassait 3 jours et demi. Donc, en fait, les gens ont vraiment respecté. Et puis, dans le groupe on attendait jusqu'en moyenne 11 jours. Donc, on avait 9 jours de différence de prématurité entre les deux groupes. Est-ce que ces 9 jours modifient quelque chose sur le devenir de l'enfant? Quand on regarde notre facteur composite qui associait mortalité et les principales complications majeures en période néonatale, comme l'entérocolite ulcéronnécrosante ou la leucomalacie périventriculaire, eh bien, on trouvait que 9 enfants sur 69, soit 12,9%, n'allaient pas bien dans un groupe, et 9 sur 70, donc 13%, n'allaient pas bien dans notre groupe. On était complètement identiques dans le devenir. L'étude a été publiée, mais on n'est pas arrivé à finaliser et avoir la puissance pour démontrer cette égalité. Il n'empêche que pour cette tranche d'âge, 28-32 semaines, c'est l'étude actuellement la plus importante au niveau international. Avec ces 2 études, Domino et puis Mikado, je suis parti en fellow de recherche et j'ai été recruté par Jean-Marie Moutquin en Estrie, à Sherbrooke. Ma situation professionnelle a évolué vers un poste de professeur titulaire, clinicien-chercheur, comme vous l'avez dit, au FRQS. Et j'ai toujours maintenu une activité de gynécologue obstétricien en voulant rester à plus de 50% de clinique, parce que je trouvais que si on était à 80% de recherche et 20% de clinique, on devenait dangereux pour prendre la garde. Et j'ai jamais voulu passer pour un clinicien qui était dangereux. Donc, ça a vraiment été, je pense, une des caractéristiques que j'aimerais que vous reteniez, c'est que j'ai une vraie activité clinique. Je suis un clinicien-chercheur. Pendant ces années, je vais vous présenter 2 études. Un essai randomisé pilote que j'appelle CAP, qui est Canadien Association Progestérone et PCR, et puis l'étude sur les contractions des hormones thyroïdiennes, parce qu'il y a des gens qui sont dans le côté endocrinologie dans la salle, et puis que j'aime beaucoup cette étude. Alors, j'ai pris en fait un premier virage dans cette deuxième période. Je trouve que Mikado montre que, en fait,
peut-être qu'il est trop tard quand la prématurité s'est déclenchée pour qu'on trouve des différences, comme si le processus clinique, ben, les médecins actuellement n'arrivent pas à modifier réellement le devenir et qu'il faut peut-être agir avant qu'il ne soit trop tard. Donc, agir sur les patientes à bas risque, agir sur les patientes qui n'ont pas encore développé le phénomène. En fait, je prends souvent l'exemple d'un feu qui prendrait, et puis une fois que le feu a pris, ben, c'est trop tard, quoi. Donc, il faudrait plutôt jouer au tout départ, puis même avec un extincteur, une petite couverture, aller arrêter le feu dès le départ. Là, on est peut-être plus efficace. Je me suis intéressé beaucoup à l'échographie endovaginale qu'on voit sur la partie gauche de l'écran, et on sait qu'un col court de moins de 25 mm vers 20 semaines entraîne 25% de prématurité avant 35 semaines. Donc ça, c'est une belle description d'un facteur de risque qui n'est pas connu sur le plan clinique. Ça peut être la maman qui a une grossesse pour la première fois, mais surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est que si on identifie ces patientes, on peut les traiter et on peut leur proposer la progestérone naturelle endovaginale et on va avoir une diminution de la prématurité avant 34 semaines que je n'ai pas marqué de moins de 30%, une diminution de 30% et une diminution de la mortalité néonatale de 50%. Donc, c'est comme si on avait les armes actuellement pour dépister les patientes et les traiter, et il faut peut-être qu'on améliore ceci. J'ai adoré les travaux de Maria Goya à Barcelone, que je suis allé voir il y a quelques années, et qui a sorti un ECR sur le PCR. Le PCR, on le voit au milieu, c'est cet anneau de silicone qui est utilisé habituellement en traitement des prolapsus. Puis Maria Goya l'a utilisé pour prévenir la prématurité. Alors, on voit sur la photo en bas à gauche qu'il est placé sur le col. Il est bien placé dans ce sens-là et pas à l'envers. Et puis, il va plier le col. En fait, il va ramener le col vers l'avant, un peu comme si on fermait un boyau. Vous imaginez le boyau dans le jardin, là, puis il coule, puis hop, on va le couder, puis ça va diminuer le débit qui va sortir. C'est comme ça que je le vois. C'est comme on bouche la sortie de l'utérus et on plie le col. On plie le col, on ferme le col aussi parce que le PCR fait un œdème et gêne réellement la progression des germes à travers le col. Et on protège les membranes comme une charpente qui est sur la partie inférieure, certainement diminuant les mouvements de stretching au niveau des membranes. Il y a eu 5 grosses études publiées dans la littérature, c'est des randomisés contrôlés, puis on voit que Goya et Sacones, qui est un Italien, ont trouvé que le PCR était efficace, et puis on voit que les autres, comme Nicolaides, ont trouvé que le PCR était inefficace. Donc, il y a un effet hétérogène qui fait que quand on regroupe toutes les études, Nicolaides présente plus de 900 patients dans son étude et on ne trouve pas d'effet sur la méta-analyse. C'est difficile, ces études qui ne sont pas des études médicamenteuses, parce que je trouve que les gens ne contrôlent pas assez la qualité de la procédure. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire on met un PCR, mais encore faut-il l'expliquer, trouver une courbe d'apprentissage et voir si les gens le font comme il faut. C'est un petit peu une des hypothèses des gens qui posent des PCR pour expliquer le non-succès d'une étude comme ça de Nicolaides. J'ai pris le lead avec notre équipe québécoise de PCR au Canada. Et puis, quand on est arrivé à ce moment-là, la progestérone était trop importante sur les cols courts pour qu'on puisse mettre le PCR uniquement sans progestérone. Donc, en fait, on a fait un essai randomisé pilote pour voir est-ce que c'était faisable. Et on randomisait les patientes avec un col court dans un groupe qui était progestérone, donc le traitement habituel, et dans l'autre groupe qui était progestérone et PCR. Et on cherchait le taux de recrutement. On a recruté des patientes au Québec, à l'hôpital général juif, au CHUM, à Sainte-Justine, au CHUS, à Kingston, à Ottawa, à Toronto, un bassin de population très important. Et on est arrivé à recruter seulement 72 patientes. Le plus grand nombre vient du CHUM, non, du CHUL et du CHUS et du CHUM. Donc, c'était vraiment une très bonne collaboration qu'on avait avec ces 3 hôpitaux. Mais c'est une étude qui était très difficile. Et puis, la COVID a arrêté l'étude. Je pense qu'il faut repenser l'étude et je vous le redirai après les propositions que je fais par la suite.
La collaboration en recherche fondamentale. Alors, c'est un petit peu pompeux comme titre, aller-retour bidirectionnel du laboratoire au chevet du patient, mais c'est vraiment, on doit partir donc du laboratoire, aller au patient et retourner dans l'autre sens. Et j'aime bien cette étude que je vous présente sur la contraction utérine. J'avais fait mon travail de résidence sur les organes in vitro. On voit ici à gauche un opérateur en train de faire une césarienne. Il prélève une biopsie d'utérus sur la partie supérieure de l'utérus après la sortie du bébé. Et puis, on le met dans un petit pot avec un produit de transport et on l'amène au laboratoire et on taille des bandelettes utérines de 15 mm par 2 mm. Ces bandelettes ressemblent un petit peu aux fibres qu'on peut avoir dans un steak de bavette qui est du muscle lisse, alors que l'utérus, c'est du muscle, non, la bavette, c'est strié, mais l'utérus, c'est du muscle lisse, mais c'est un petit peu cette espèce de petit filament. On le met dans un organe urbain isolé. À la verticale, on a un capteur de pression et on retrouve la contractilité au laboratoire des patientes qu'elles avaient en césarienne. Donc, c'est un petit peu comme si on retrouvait sur une toute petite bandelette utérine la contraction de tout l'organe. On en a fait 250. Je vous présente ces travaux. Je sais faire la contractilité utérine. Je l'ai fait à Grenoble, je l'ai fait à Lyon. Et quand je suis arrivé à Sherbrooke, je l'ai fait en collaboration. Et ce qui m'intéresse actuellement, c'est d'être en collaboration avec des fondamentalistes. Et on a trouvé quoi? Une fois, on a trouvé des patientes ou des bandelettes qui contractaient différemment. Donc, la contractilité normale est en haut. Puis on voit en bas, on voit que les contractions sont plus hautes, plus larges, donc elles durent plus longtemps et plus espacées les unes des autres. C'était étrange sur 6 patientes. La seule chose qu'on a trouvée commune à toutes nos patientes, c'était qu'elles prenaient du synthroïde. Donc, on s'est posé la question, est-ce que les hormones thyroïdiennes modifieraient le pattern des contractions utérines? Ça, c'est la première phase sur le in vitro de myomètre humain. On a mis en place un modèle animal à partir des rats Sprague-Dawley. On a sevré ces rats en iode pour les mettre en hypothyroïdie. Et puis là, on voit donc une population contrôle, comme elles contractent, donc c'est du myomètre de rats. Puis ensuite, on avait 3 groupes. Des rats hypothyroïdiennes, c'est le groupe B, et on voit qu'elles ont une contraction qui est plus fréquente. Des rats hypothyroïdiennes traitées, et on voit qu'elles retrouvent une régularité de contraction, mais déjà qu'elles sont plus espacées que le contrôle en A, et des rats hypothyroïdiennes surtraitées. Et là, on retrouve, et c'était un petit peu, pour nous, c'était un peu miraculeux, mais on retrouve le même pattern dans le groupe D que sur les contractions des femmes qu'on avait trouvées à partir des myomètres prélevés en césarienne. Donc, la modification contractile qu'on voyait à gauche est certainement, d'après notre modèle animal, un surdosage ou un surtraitement thyroïdien de patientes hypothyroïdiennes. Alors, on s'est posé la question, est-ce que c'est le cas actuellement? Est-ce qu'on pourrait expliquer l'augmentation du taux de césarienne par ce surtraitement? Et on a fait une étude cas témoin, on a vérifié nos patients qui étaient exposés au synthroïde versus celles qui n'étaient pas exposées au synthroïde. Et là, on a retrouvé encore une découverte, enfin, un résultat qui n'était pas attendu. On s'est aperçu que nos patientes n'étaient pas assez traitées tout au long de la grossesse et que le TSH du groupe traité par la synthroïde était anormalement, avait des valeurs anormales par rapport au groupe contrôle, ce qui nous inviterait dans une nouvelle phase à faire une étude qui permettrait de mieux contrôler les patientes et de voir si on pouvait avoir un effet sur la contraction de ces patientes. Donc, c'est comme s'il y avait encore une étape à faire. La troisième partie de ma présentation serait sur les missions internationales. Situation professionnelle, j'aime bien marquer situation professionnelle bénévolat, car des fois on part et au début, quand on est jeune, on part comme bénévole. Je suis parti ensuite comme coopérant pour un service national. À mon époque, on devait faire l'armée ou alors on pouvait partir 18 mois sur un travail de coopération. J'ai travaillé à droite sur l'écran à l'hôpital de Kaïdi en Mauritanie, qui est au fin fond du désert pendant 18 mois. L'hôpital était fait en briques locales et avait une forme de plante de caoutchouc où chaque
feuilles représentaient une chambre de patient, une salle de soins, et les corridors étaient les tiges. Et puis, je suis parti aussi comme professeur de la FMSS, et c'est peut-être ceci que je trouve le plus intéressant actuellement, et je vous présenterai des soutiens à l'enseignement médical qu'on a fait à Kaboul, en Afghanistan et à Port-au-Prince. La santé internationale, je l'ai mis en slash avec la vulnérabilité parce que ce sont les mêmes populations qu'on trouve et en Haïti et au CHUM. La patiente haïtienne qui est au CHUM est la même, et la patiente afghane qu'on trouve à Kaboul et au CHUM. Et en fait, j'ai travaillé en Haïti, en Mauritanie, au Mali, au Rwanda aussi, en Afghanistan, au Sri Lanka et en Inde. J'ai réparti ce travail en 3 axes. Les soins humanitaires, où on part pour donner du soin, et je dirais que c'est comme si c'était mes premières années. Avec l'Inde, j'étais externe, mais je crois que c'est important d'encourager les jeunes à partir très tôt, et c'est pour ça que je le marque encore maintenant. Sri Lanka et Rwanda avec Médecins sans frontières, puis ensuite des projets de développement où avec l'ACDI, on trouve des financements très importants. On a fait des financements avec François Couturier, on a eu des financements avec François Couturier de 17 millions de dollars, de 23 millions de dollars. Donc, il y a tout un axe là où on peut arriver à travailler, et on a essayé d'inclure de la recherche dedans. Mais ce qui m'intéresse le plus actuellement, c'est le soutien à l'enseignement médical. J'ai 2 exemples ici que j'ai trouvé le plus intéressant dans ma carrière. Je suis parti à Kaboul en 2002, de 2002 à 2004 sur un financement des affaires étrangères françaises, et il y avait eu donc les talibans qui sont été chassés par les Américains en 2001, pardon, après l'écroulement des tours. Et puis, on a commencé une coopération entre Lyon et Kaboul dès le mois de mai 2002. Puis, on a fait 3 missions Lyon-Kaboul, où je suis parti 3 fois. Et Frédéric Tissot, qui était la personne qui organisait ça à Paris, lui insistait pour qu'à chaque fois qu'on parte, on organise une mission retour avec un professeur afghan qu'on voit ici. Ce n'est pas celle qui porte le cartable vert, mais à côté, qui est juste en dessous de moi à gauche, Nafissa Nassiri, qui est venue passer 1 an à Lyon, laissant ses 4 enfants pendant 1 année. Sont des femmes extraordinaires qui étaient gynécologues obstétriciennes. Et puis, on a relancé la machine d'enseignement. L'idée de Frédéric Tissot était toujours maintenir la fierté des peuples, et qu'on soit des universitaires qui parlent à des universitaires, et qu'à aucun moment ils se sentent inférieurs ou menacés dans leurs connaissances. En Haïti, après le tremblement de terre, on est parti, c'était Régent Imbert, le doyen, qui avait accepté l'idée de faire des missions pédagogiques. Et puis, avec un financement ACDI qu'on a eu en collaboration avec la SOGC, on a transformé le GESTA, qui est la formation à la gestion du travail et de l'accouchement, qui est un cours qui est en 5 jours. On l'a transformé en GESTA Junior en 3 jours. Puis on l'a proposé pendant 3 années à tous les finissants des 4 facultés de Port-au-Prince. Ça va? Les années Covid et le confinement. Alors, les années Covid nous ont pas mal bouleversés. On a l'impression, je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis quelques semaines, je regarde la Covid maintenant avec un petit côté un peu plus bienveillant, en disant « Ah, ben tiens, il s'est passé ça ». Alors qu'il y a encore quelques mois, on était encore traumatisés. C'était l'époque où on ne se rencontrait pas, et c'est peut-être comme ça que ça a commencé, où on était juste en télétravail. Ça, c'est les gens qui étaient à droite. La plupart, je ne les ai jamais rencontrés, ni pendant la Covid, ni après. Et puis, je travaillais à ce moment-là sur un projet de microbiote et probiotique pour la prématurité. Puis, j'avais un ECR qui devait commencer avec une étudiante à la maîtrise, qui devait commencer le 1er avril. Est arrivée la Covid, puis on s'est mis dans une idée de est-ce qu'on peut faire quelque chose, puis tout était prêt. On avait le CR, on avait le partenaire qui était l'Allemand Solutions Santé, un producteur de probiotiques de Montréal. On avait l'équipe qui réfléchissait dessus. Et puis, on s'est engagé dans l'idée de travailler pour la Covid. À ce moment-là,
j'étais plus un clinicien-chercheur avec une expertise en clinique, mais j'étais plus un chercheur qui était un peu comme un maître d'œuvre qui allait chercher des collaborations. On a dessiné l'essai Provid-LD, qui est un essai randomisé contrôlé. Les patients étaient à domicile, ils devaient avoir la Covid. On a dû recruter 618 patients et il y a eu un financement des IRC d'1 million de dollars. L'hypothèse de départ était, est-ce que le microbiote jouerait un rôle de modulateur entre le virus, le patient et la Covid de longue durée? Donc, on voit sur le petit schéma le virus, au milieu le microbiote, une patiente qui aura la Covid. Puis, est-ce que cette interaction entre les trois va amener sur cette nouvelle maladie qu'est la Covid de longue durée? On a commencé à travailler dessus en avril 20. La Covid de longue durée n'existait pas. On a évolué au fur et à mesure en fonction des données qui sont sorties. Puis, il y a un article qui est sorti, une revue de la littérature, en mois de mars 23 dans Nature, qui dit que les hypothèses, les mécanismes hypothétiques pour la Covid de longue durée pourraient être la perturbation du microbiote. C'est comme si nos intuitions pouvaient être actuellement encore reconnues, mais au stade d'hypothèse, parce qu'on n'a toujours pas de mécanisme de la Covid de longue durée. J'ai réuni une équipe multidisciplinaire avec Isabelle Laforêt, qui est un chercheur avec une chaire de recherche en microbiote à Sherbrooke, Alain Piché, qui a une clinique de Covid de longue durée, Nils Chaillet, qui est un ami méthodologiste, Julie Robitaille, qui travaille comme nutritionniste, Guy Boivin, qui a une chaire de recherche sur les virus respiratoires, Mélissa Généreux, qui est dans la santé publique, et Mélanie Plaude, qui est un médecin, qui est un chercheur en gérontologie. Le design de notre étude, et j'ai barré, ce n'est pas une étude multicentrique, c'est une étude qui n'a pas un design reconnu. Je l'ai appelée une étude multi-domicile confiné. C'était extrêmement difficile de chercher les gens à la maison. Et puis, il y avait donc deux groupes, un groupe probiotique, un groupe placebo. On leur donnait le probiotique ou le placebo pendant 25 jours à la phase aiguë, et puis on les suit jusqu'à J30 et J90. Actuellement, le recrutement est complété. On a 618 patients. C'était extrêmement... Enfin, vous voyez la courbe où des semaines, on recrutait 2 patients, d'autres semaines, on recrutait 28. Puis c'est un petit peu comme faire de la recherche sur la COVID, c'était un petit peu comme, je dirais, diriger un navire dans le brouillard, quoi. On ne sait pas bien où est-ce que ça avance, puis il faut s'adapter au fur et à mesure. Actuellement, on est au stade d'analyse des données ces analyses sont faites par l'équipe de Benoît Masse. Je pense que l'article devrait être prêt en août ou en septembre. L'étude Pirate est le petit frère ou la petite sœur de l'étude de Provid-LD. C'est un essai randomisé contrôlé. Pirate, c'est probiotique influençant la réponse des anticorps dans le temps chez les seniors. Alors, les seniors aiment bien ils n'aiment pas le mot pirate, mais quand ils l'ont compris, quand ils disent « Ah ben tiens, ça veut dire quelque chose », ils aiment bien le mot pirate. On a eu un financement d'1 million de dollars. L'idée, c'est est-ce que le microbiote joue un rôle de modulateur entre le vaccin et le patient? Et puis, l'idée, c'est si je donne des probiotiques au moment de la vaccination, est-ce que je modifierais le système immunitaire du patient et est-ce que le probiotique pourrait jouer comme un adjuvant? Alors, pourquoi est-ce qu'on a pensé ça? Parce que ceci est vrai pour la vaccination contre l'influenza. Quand les gens se vaccinent contre l'influenza, eh bien, ils auront plus d'anticorps plus longtemps. Ce qui n'est pas très intéressant pour l'influenza parce qu'on se vaccine au mois de novembre, puis la grippe a disparu au mois de mai. Mais ce qui est intéressant pour la COVID, parce qu'on se vaccine, puis les seniors notamment, est-ce qu'on doit maintenir cette vaccination tous les 6 mois? De toute façon, tout change actuellement. C'est la COVID. Et encore une fois, on a agi en s'adaptant au fur et à mesure. On a réuni une équipe multidisciplinaire, Mélanie était toujours là, Sheila Ramanathan en immuno qui nous permettait d'avoir des bilans d'une sous-population, Hugues Allard en rhumato, Geneviève Baron en santé publique, puis Jean-François Beaulieu qui était dès le départ sur les études des probiotiques, même pour la prématurité, qui lui travaille sur l'entérocolite ulcéro-nécrosante. On y reviendra. Et puis, l'équipe de recherche était prête. On était à ce moment-là 11 dans l'équipe et les gens sont passés donc d'une étude Provid à l'autre étude Pirate. Le design de l'étude, c'est probiotique ou placebo
un mois autour de la vaccination, donc 15 jours avant, 15 jours après, et les gens à domicile se piquent comme des personnes diabétiques et font une goutte de sang séchée sur un papier buvard et l'envoient. Ils font cette goutte de sang séchée pour avoir le taux d'anticorps à l'inclusion, donc avant la vaccination, à 3 mois et à 6 mois. On s'est beaucoup promené et on se promène encore beaucoup avec l'étude pirate. On n'a pas accès pour ces études aux listes de santé publique. Donc, on a fait un site, on voit en haut à gauche, puis on a développé des outils comme devenez des sentinelles de recrutement. Si Roland Otaki est intéressé par l'étude, mais lui n'est pas dans la tranche d'âge, ben peut-être qu'il y a quelqu'un de sa famille qui pourrait être, et puis il pourrait en parler. Puis on a mis des bons de cadeaux pour que les gens fonctionnent, pour que les gens recrutent. Ça ne marchait pas. On est allé dans les congrès de la FADOC où j'ai dû prendre ma carte de FADOC, ce qui m'a fait plaisir aussi pour des réductions. Mais on a recruté, après un congrès de 2 jours, peut-être 40 personnes. On a fait des affiches dans les journaux, Journal de Montréal, Le Soleil, et à chaque fois, on recrute un petit peu. On a fait enfin une tournée dans les résidences pour aînés, et puis c'était… mais c'est comme si on était des artisans, puis qu'on inventait des choses, puis on arrivait à trouver au fur et à mesure un petit peu de patients. Actuellement, on est à presque 400 patients sur les 668 que l'on veut. On est en creux de vaccination actuellement parce que la santé publique ne recommande pas de se faire vacciner. On va relancer une nouvelle campagne à l'automne et je pense qu'on pourra terminer l'étude en novembre-décembre. En revanche, on s'est amélioré par rapport à l'étude Covid. On a un suivi à 6 mois avec 98% des questionnaires santé complétés, ce qui est, à mon avis, peut-être un double effet. On s'est amélioré, l'équipe est plus rodée, mais la population senior aussi est une population extrêmement fidèle. Catherine, qui prend soin des personnes pour le suivi, les gens sont dans l'altruisme, ils font de la recherche pour faire avancer la connaissance, puis les seniors, ils aiment bien l'étude pirate, puis ils restent avec nous. Voilà, on rentre dans la dernière partie de la présentation. Et si les années qui venaient étaient des années CR-CHUM, donc je vais vous présenter les nouveaux projets que je pourrais développer et puis la collaboration qu'on voudrait faire et dont on a beaucoup parlé avec Marie-Hélène, qui serait une collaboration autour de la santé de la femme en sciences cliniques, en sciences fondamentales et en sciences humaines. Les nouveaux projets, j'aimerais retourner sur le col et les patientes à bas risque pour la prématurité. J'aimerais faire une étude prospective pilote pour dépister et prévenir les femmes à bas risque de prématurité. La population serait des femmes à 20 semaines qui ont toute une échographie de dépistage. Donc, c'est le moment où les mamans vont faire l'échographie pour savoir le sexe du bébé. Ça, c'est ce que les gens pensent, mais aussi pour savoir ses malformations, où est le placenta. Et l'intervention serait une stratégie pour mesurer le col par voie abdo et par voie dos et de mettre en place un contrôle de qualité. Et actuellement, dans bien des centres, cette stratégie existe déjà, mais le contrôle de qualité n'est pas fait et je pense qu'on passe à travers le résultat attendu. Donc, le rationnel, c'est quoi? C'est actuellement, on sait qu'un col court par une échographie androvaginale, c'est le gold standard, c'est l'étalon pour arriver à trouver le col court, mais on sait que ce dépistage universel au Québec n'est pas possible. Il est impossible pour des problèmes de coûts, pour des problèmes de ressources. On n'aura pas assez de tech, on n'aura pas assez de médecins, on n'aura pas assez de machines. Et pour un problème d'acceptabilité, est-ce que toutes les mamans veulent, à 20 semaines, avoir une échographie androvaginale? Alors, ceci, c'est embêtant parce que ça nous bloque la voie à la progestérone endovaginale qui, elle, prévient la prématurité. Donc, on a un outil, on a un traitement et on ne peut pas l'appliquer. On a fait une étude avec Emmanuel Bugeaud, qui est mon ami à Québec. On a fait une étude prospective sur 805 patientes à bas risque et on a mesuré à l'aveugle leur col par voie abdominale, par voie endovaginale et on n'a pas donné le résultat et on a attendu l'issue de la grossesse. On a trouvé une forte corrélation entre les mesures du col par voie abdominale et par voie endovaginale. Donc, on a trouvé que actuellement, grâce au progrès échographique, on pouvait bien souvent avoir accès aux mesures du col par voie abdominale.
J'ai mis en haut, en encadré, les conditions expérimentales parce que toutes ces échographies étaient faites par une seule même personne et ont été relues toutes les unes après les autres. Donc, on est sur des conditions pas parfaites, mais vraiment expérimentales. Ce qu'on a trouvé, c'est que, et vous avez dans l'axe des ordonnées les mesures de col abdominal, si on a un seuil à 30 mm, alors on n'a aucun col court endovaginal. Donc, il suffirait de mesurer le col par voie abdominale et si on trouve qu'il y a un col qui est au-dessus de 30 mm, eh bien, on sait que la patiente n'est pas à risque. Ce qui veut dire qu'inversement, si le col était de moins de 30 mm, il faudrait faire une échographie endovaginale. Donc, l'intervention proposée, c'est écho-abdo à 20 semaines avec mesure du col universelle. Toutes les patientes l'ont. Un contrôle de qualité où je redessine ici le col en bleu et puis on voit deux petits points blancs qui sont l'orifice externe, l'orifice interne et il faut voir la ligne tout du long et un seuil à 30 mm. Soit le col est court et on fait l'échographie endovaginale, soit le col est long et on s'arrête là, soit le col est mal vu et il faut faire quelque chose. Et c'est une notion qui n'est pas comprise encore en obstétrique. C'est-à-dire que si on trouve que les croisements des vaisseaux du cœur du bébé sont mal vus, on va envoyer le patient, ou la patiente, pardon, voir un cardiologue. Mais si on voit mal le col, ben, les gens n'ont encore pas compris l'importance par rapport à la prématurité. Donc, si le col fait moins de 30 mm, eh ben, on fait une échographie endovaginale sur référence qui pourrait être associée à une clinique de prématurité ou pas. Et ensuite, on pourrait proposer la progestérone endovaginale. Il me reste 6 minutes. La deuxième étude que j'aimerais présenter, c'est l'étude PROP-PROM. Alors, je l'aime beaucoup, celle-ci, parce que c'est un retour aux premiers amours, c'est un retour à la rupture des membranes, puis c'est l'association des probiotiques après la COVID. Donc, c'est un essai randomisé, contrôlé, pilote, multicentrique, qu'on a déjà écrit entre le Québec et l'Ontario. On est sur des patients qui ont des ruptures de membrane entre 24 et 34 semaines. Et puis, on propose des probiotiques intravaginaux pendant la période de latence. L'objectif est double. L'objectif est de réduire le déséquilibre, donc la dysbiose du microbiote vaginal et ses conséquences. Et l'autre, c'est d'améliorer le microbiote fœtal. Et là, c'est une notion, on est un petit peu dans la science-fiction de parler du microbiote fœtal. Ce sont encore des choses qui ne sont pas décrites. On a fait une demande de financement en mars 2023 et on attend la réponse le 20 juillet 2023. L'étude PROP-PROM, si on se souvient, c'est quoi son rationnel? C'est que si on reprend l'étude domino, on retrouve cette période de latence qui est entre la rupture et la naissance et on donne des antibiotiques à la maman. Et ces antibiotiques vont tuer les mauvais germes, mais aussi les bons germes et vont aggraver la dysbiose vaginale. Et à l'issue de ces 7 jours, on abandonne la patiente actuellement avec un microbiote vaginal complètement déséquilibré qui va avoir des effets négatifs sur la grossesse, mais qui peut aussi avoir des effets négatifs sur le microbiote fœtal. Comment ça se passe si on mettait les probiotiques? Je vous demande de voir ce schéma comme une spirale qui part comme un petit peu un escargot. On améliorerait le pH au niveau vaginal. Et ça, c'est assez simple. Ce n'est pas la peine d'avoir des probiotiques qui sont extrêmement recherchés. On sait qu'au niveau vaginal, c'est des lactobacilles qu'il faut mettre. Ces probiotiques pourraient remonter et remonteront dans la cavité utérine, pourraient stabiliser les membranes, donc avoir moins de contraction utérine, pourraient stabiliser le placenta, donc prendre la place des mauvais germes et diminuer le risque de choriamnionite, et vont être avalés par le fœtus. On sait très bien que les fœtus avalent le liquide amniotique, et là, ils avaleraient le liquide amniotique avec des probiotiques, et ils coloniseraient le premier intestin, le premier microbiote fœtal. L'étude PROP-PROM, donc c'est rupture des membranes. Pendant les 3 premiers jours, on randomise, après avoir inclus les patients, un groupe probiotique, un groupe placebo, et puis on les suit jusqu'à l'accouchement et on fait des prélèvements vaginaux toutes les 48 heures. Voilà, il ne me reste plus beaucoup de temps et pourtant, c'est peut-être la partie la plus importante qu'on voudrait développer. C'est avec Marie-Hélène et avec Carole que le versant collaboration du travail serait le plus important sur une thématique qu'on a appelée la santé de la femme.
j'ai mis 2 mots en sous-titre qui sont « situation ordinaire ». Situation ordinaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'oncologie, on n'est pas sur l'extrême prématurité, on est sur un domaine qui est actuellement pas assez étudié et qui est même négligé, qu'on pourrait même voir comme une violence faite aux femmes, de ne pas s'intéresser plus à leurs problèmes de santé. Si on le mettait à l'inverse, on pourrait se poser la question, et si c'était des hommes, est-ce qu'il n'y aurait pas eu déjà plus de travaux de recherche dessus? Ça, c'est la première partie de situation ordinaire. Et il faut prendre le mot ordinaire non pas comme banal, mais comme quelque chose d'important qui est présent partout. Et puis la deuxième partie, c'est vulnérabilité. Et c'est comme si ça faisait écho aux travaux que je vous ai montrés sur la santé internationale, avec toute cette population qu'on peut trouver actuellement, qui est vulnérable et qui est une population qui est très présente au CHU. Donc, cette collaboration, on la voudrait entre la recherche clinique, les sciences fondamentales, puis les sciences humaines, et puis avoir une portée clinique pour la population de Montréal, donc avoir réellement une amélioration des soins qu'on pourrait trouver pour la population de Montréal, et puis aussi une portée scientifique avec des étudiants qui pourraient faire des maîtrises, c'est pour ça que j'ai mis des travaux qui étaient en train de souligner, ou des publications scientifiques. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je suis prêt à répondre à vos questions. Je crois qu'on est dans les temps. Oui, absolument. Alors, merci beaucoup pour cette présentation qui était extrêmement stimulante et intéressante. Et je vois qu'il y a des gens qui applaudissent dans la foule. Alors, je vais ouvrir maintenant pour la période de questions. Pour la période de questions, vous pouvez soit ouvrir votre micro ou lever la main ou faire les deux. Alors, il y a Suzanne qui vient de lever la main, Suzanne Stock, qui est chercheure au Centre de recherche du CHUM, puis qui est médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec. Suzanne? Oui, excuse-moi. Ma question, c'est pour la dernière étude sur les femmes vulnérables, où vous allez regarder la violence, etc. Voulez-vous tenir compte aussi, même si c'est un facteur confondant, le harcèlement au travail, les conditions de travail, parce que une bonne partie de ces femmes sont encore au travail et il y a beaucoup sur les risques psychosociaux en milieu de travail, les contraintes physiques, aussi les contraintes en ergonomie que les femmes subissent. Donc, voulez-vous aussi tenir compte du milieu de travail dans cette étude? Parce que je crois que ça peut être un facteur qui contribue. Il faut au moins en tenir compte comme facteur confondant, mais ça peut être aussi des facteurs qui jouent et peuvent interagir avec la violence à la maison aussi. Je vous remercie, Mme Stock, pour votre question. Cette partie sur la collaboration, ce n'est pas la première fois que je change de milieu. Et, quand j'ai changé de milieu à plusieurs reprises, je pense qu'il y a une période où il faut juste rencontrer les gens et juste les écouter. C'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui avant de décider qu'est-ce qu'on va faire. Et ce que vous proposez là comme thématique de recherche sur le harcèlement, ou on pourrait voir, moi je le vois comme pourquoi est-ce que les femmes ont cette difficulté ou cette violence, et je dirais c'est peut-être le petit truc de trop qui fait que ça devient compliqué pour les femmes. C'est comme si on trouvait que la charge de travail actuellement, elle n'est pas reconnue. Alors moi, je me sens mal de discuter ça, mais je pense que les hommes ont leur place dans ce combat féministe. On doit arriver à travailler avec les femmes, et je pense que ce serait peut-être une thématique majeure, comme si c'était un fil directeur de toutes les conséquences qu'il pouvait y avoir. Si une patiente fait mal sa physiothérapie, c'est peut-être parce qu'elle n'en a pas le temps. Si une patiente fait mal son traitement, c'est peut-être parce qu'elle n'en a pas le temps. Donc, la réponse est oui, bien sûr, avec grand intérêt.
Je vais juste ajouter une chose, c'est il faut aussi penser des interactions et l'intersection de plusieurs déterminants sociaux de la santé. Le milieu les conditions de travail sont une chose, mais ils interagissent avec d'autres déterminants. Donc, toute la question d'intersectionnalité est très importante de tenir compte dans ces contextes. Je pense que ça nous ouvre des discussions vraiment très intéressantes. Merci. Excellent. Alors, l'adresse courriel de Suzanne se trouve sur le site de l'INSPQ et du Centre de recherche. Donc, vous pourrez rentrer en communication. Je vois qu'il y a 2 autres questions, une de Marie-Hélène et l'autre de William. Marie-Hélène? En fait, moi, je voulais un peu rebondir là, sur ce thème-là. Et tu sais, quand on pense à un recrutement d'un clinicien-chercheur, il y a s'assurer d'un bon alignement entre la recherche, la clinique et les aspects universitaires. Et donc, Jean-Charles est venu faire quelques gardes là, au CHUM. Et une des choses qui l'a frappé rapidement, pour tous les gens qui connaissent la clientèle du CHUM, vous ne serez pas surpris, c'est comment la clientèle est beaucoup plus multiethnique qu'à Sherbrooke. Et en fait, moi, ce que j'apprécie beaucoup chez Jean-Charles, c'est que toutes les différences sont une occasion de s'émerveiller et de penser à des nouveaux projets de recherche. Et donc, ça va vraiment être un milieu et une clientèle différente. Je pense qu'il y a quelque chose de très positif d'avoir quelqu'un qui arrive un peu avec des yeux neufs. Et je pense qu'une de tes forces, Jean-Charles, c'est la première chose que tu as dit, c'est d'écouter et de profiter de l'expertise des gens sur le terrain. Donc, merci Suzanne là, pour l'intervention, puis certainement qu'il y aura d'autres discussions là, à ce sujet-là. Excellent. Merci, Marie-Hélène. William, et ensuite, il y a Geneviève. William? Oui, merci beaucoup, Dr. Pasquier. Moi, je suis néphrologue, clinicien-chercheur, puis j'aime bien les essais cliniques avec des interventions non pharmacologiques. Puis, je vais vous poser une question ouverte parce que je trouve intéressant là, l'essai clinique que vous aviez proposé sur l'utilisation du PCR. Puis, j'ai vu que ça semblait avoir été une étude qui avait été difficile. Puis je voulais savoir les difficultés que vous aviez rencontrées, puis comment vous aviez tiré des leçons pour vos études subséquentes. Question difficile. Moi, quand je suis arrivé à Sherbrooke, Jean-Marie Moutquin m'a dit « Il faut que tu travailles sur la progestérone ». Et puis, je ne l'ai pas cru. et puis, je crois que l'essai randomisé a un tel impact en termes de conséquences, de causalité sur la connaissance qu'il y a, c'est que je crois qu'il faut prendre son temps et qu'il faut réunir tous les éléments qui peuvent être gagnants. Ce que je ne vous ai pas dit, parce qu'il y avait un problème de temps, c'est que l'erreur que j'ai faite dans CAP, c'est que j'ai associé les 2 éléments. J'ai associé progestérone et PCR, mais j'ai associé en amont le recrutement par écho-abdo et écho-endo. Et tout ce que j'ai fait pour recruter les patientes en écho-endo et en écho-abdo, je ne suis pas arrivé à aller jusqu'à l'étape de dire « je veux que chaque échographie soit vérifiée pour qu'elle soit de qualité ». Donc, en fait, pour répondre à votre question, actuellement, qu'est-ce que je fais? Je subdivise la question, je repars sur l'idée, peut-on dépister un col court? Peut-on mettre de la progestérone? Et ensuite, quand on sera parvenu à faire ça, on retournera sur le PCR. Et le PCR, ce que j'ai trouvé de terrible, c'est que je le pense réellement, je pense que dans l'étude de Nicolaides, ils ne savent pas poser les PCR. Parce que le PCR a une conséquence, c'est qu'une fois qu'une patiente a un PCR, elle a des pertes vaginales importantes et les patientes s'en plaignent. Et 100% des patientes qui ont un PCR bien posé ont des pertes vaginales. Et dans l'étude de Nicolaides, il n'y a pas de différence de pertes vaginales entre les deux. Donc, en fait, pour répondre à votre question, je dirais, mon défaut a été de proposer peut-être des bouchées trop grosses à la fois et de les faire. Après,
le problème qu'on a, c'est qu'on est soumis aux organismes subventionnaires et on a aussi un côté séduction à avoir, quoi. Merci. Merci pour la question, William, et merci pour la réponse nuancée, Jean-Charles. On a le temps pour encore une autre question. Geneviève, à vous la parole. Oui, merci. En fait, moi, c'est plus un commentaire. Merci beaucoup, Jean-Charles, pour la présentation. Moi, j'ai eu en fait le privilège de faire une garde avec Dr. Pasquier qui m'a accompagnée tout le long d'une garde. Et puis, je dois avouer que j'étais vraiment frappée par l'enthousiasme, même comme il le dit lui-même en fin de carrière, un enthousiasme clairement intarissable pour la recherche. Moi, comme clinicienne à 100%, j'ai pas beaucoup de contact avec des gens qui ont les pieds et dans la clinique et dans la recherche à ce point-là. C'est-à-dire vraiment, autant investi dans un que dans l'autre. Et j'avais l'impression que je parlais à quelqu'un qui comprenait ma réalité de clinicienne avec tous les enjeux et les contraintes que ça représente, mais qui en même temps, en fait, tout au long de sa carrière, ça ne l'a pas empêché du tout de développer des projets de recherche avec différents horizons. Donc, vraiment très, très, je trouve, en tout cas, comme clinicienne, extrêmement enthousiasmant de savoir que quelqu'un qui a cette expérience-là et encore cet enthousiasme-là, qui est très contagieux, puisse se joindre à nous dans notre département. En tout cas, moi, j'ai été ravie et je suis ravie de la présentation que je viens d'entendre aujourd'hui. Donc, je voulais juste en faire part à mes collègues. Merci. Un petit mot, Geneviève. Moi, j'ai adoré aussi prendre garde, Geneviève, avec toi. Et puis, je trouve que ton projet de fellowship est une ouverture vers la recherche. C'est pas une ouverture, c'est une autoroute vers la recherche. Et que pour collaborer avec les gens, on a deux façons de le faire. Soit on part sur un projet commun, soit on part sur un étudiant commun. Et moi, j'ai souvent commencé par l'étudiant commun qui nous impose des contraintes qu'on est obligé de suivre et on apprend à se connaître comme ça grâce à l'étudiant. Et je pense que bravo pour ton enthousiasme et puis ta persévérance pour mettre en place ce fellowship. Et je pense que c'est une belle autoroute pour aller vers des travaux de recherche en commun. Merci. Excellent, merci. On a débordé un peu dans le temps, mais je pense qu'il y a une autre question. Donc, Carole, on va vous laisser la parole et allez-y, on vous écoute. Parfait. Merci Jean-Charles pour ta présentation. C'est plus un commentaire et pour appuyer un peu ce qui vient d'être dit. L'obstétrique est particulier, on ne dort pas beaucoup, on fait des 24 heures, on a une équipe qui est motivée, puis au niveau clinique, il y a vraiment des autoroutes qui sont en train de se former, que ce soit tout ce qui est douleur pelvienne chronique, tout ce qui est planning, on a parlé, urogynéco. Donc, je pense qu'on a réellement besoin de quelqu'un qui va nous supporter, qui va nous appuyer pour que finalement tout ce côté clinique-là soit développé au niveau recherche, puis que finalement la recherche revienne aussi à la clinique. Donc, c'était plus un commentaire de dire que on est très enthousiaste d'avoir Jean-Charles parmi nous. Excellent. Alors, il est maintenant 13h04. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des tâches à entreprendre au cours de l'après-midi. Alors, il me reste le grand plaisir de vous dire merci très chaleureusement pour cette présentation qui était stimulante et l'enthousiasme qui a été généré par la présentation. Donc, je vous souhaite une excellente après-midi à tout le monde.